Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de cette défaite à domicile. Défaite cruelle, 3 buts à 2 face à Sochaux. On y avait cru, pourtant on y avait tous cru. On s'était dit que l'AS Saint-Etienne avait fait le plus difficile en revenant au score, en égalisant, puis en marquant ce deuxième but en fin de match qui allait nous permettre d'en remporter cette troisième victoire consécutive. Et patatras, en l'espace de quelques minutes dans toute fin de match et pendant le temps additionnel, tout s'est écroulé. Les Verts ont perdu ce match si important à domicile. On va refaire le débrief de ce match. Alors, vous le voyez, je fais ce débrief non pas à chaud, juste après le match comme je le fais d'habitude, mais à froid. Donc c'est forcément différent, c'est-à-dire que ce sera un débrief qui sera d'abord plus long. Et oui, il sera long hein, ce débrief. Hein, je vous préviens, je crois même qu'on va battre un record là. Alors là, il faudra tout de suite que vous likez la vidéo maintenant, parce que si vous attendez la fin de la vidéo, il y en a peut-être qui seront plus là à la fin de la vidéo. Donc pensez bien à liker la vidéo, pensez à vous abonner à Carton Rouge TV, parce que j'ai plein de choses à dire en fait. C'est un match durant lequel il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire, et donc je vais prendre le temps de le faire. Voilà, je suis pas pressé. Ce sera le débrief le plus long de l'histoire de Carton Rouge TV. Voilà, il se passe des trucs comme ça, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà le menu de cette vidéo. D'abord, on va faire le débrief du match, comment il s'est déroulé. J'irai vite parce que vous l'avez vu le match, vous avez vu le résumé, donc voilà, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Je vais faire une partie spécifique sur le coaching de Laurent Batles parce que je pense que ce coaching nous a coûté cher, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, je ferai un petit tableau noir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tableau noir. Je voulais revenir. J'aurais pu reprendre tous les buts de Sochaux parce que je crois qu'il y avait tout à dire sur les buts de Sochaux, mais là c'était plus un débrief long, c'était un débrief de 3 jours en fait qu'il fallait que je fasse si je faisais tous les tableaux noirs de tous les buts sochaliens. Je me concentrerai sur le premier parce que je trouve qu'il illustre parfaitement nos lacunes défensives et que bah, on est un peu retombé dans nos travers avec ce but-là. Et puis je ferai aussi un zoom sur les coups de pied arrêtés parce que je suis un peu fatigué des coups de pied arrêtés. Et enfin je terminerai avec les notes du match. Alors là vous aurez tout, là, les notes du match, le tableau noir, le débrief, enfin tout. Voilà, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Comme d'habitude, cette rencontre a débuté comme d'habitude. C'était le cas au match aller à Sochaux, puisqu'on a pris un but à Sochaux dès la troisième minute de jeu. À l'époque, c'était Agouzoul, le défenseur sochalien, qui nous avait pris de court. Et là, cette fois-ci, bah, c'est Mauricio qui nous a pris de court. Je ne vais pas rentrer dans le détail du but, parce que ce sera l'objet du tableau noir tout à l'heure. Mais simplement, dès la troisième minute, on est mené au score. Et donc, on se retrouve dans la situation habituelle de devoir courir après le score. On a eu de la chance. On a eu de la chance à deux reprises, parce qu'à deux reprises, normalement, les Sochaliens auraient dû faire le break en première mi-temps. Une première fois sur une touche, Seydousso se trouve complètement, il rate le ballon, enfin je ne sais pas ce qu'il fait. Et derrière, bah, ça fait une occasion de but. Heureusement, l'attaquant sochalien Kaloulou se trouve complètement, il n'arrive pas à ajuster sa frappe alors que finalement il était en excellente position et là ça aurait dû faire 2-0 honnêtement. Et à la 33e minute, on a également l'Arseneur qui sort de sa surface de réparation et qui rate son dégagement, qui remet le ballon dans les pieds de Weisbeck. Et là, normalement, ça aurait dû faire but aussi. En tout état de cause, sur cette première mi-temps, je pense que les faits de jeu ne nous ont pas été favorables. Je vais en citer trois. D'abord, une première faute, enfin une faute, d'abord sur un coup franc de Cafaro, une main incroyable de Alvero. La main est décollée du corps, enfin tout le monde l'a vu, les commentateurs de Bein Sport l'ont vu, le stade l'a vu, tout le monde l'a vu, sauf Monsieur Le Sage. Le Monsieur Le Sage, il était comme ça, il dit non, non, jouer, il y a pas main. Bon, bah, corner qui ne donne rien évidemment, puisque ça ne donne jamais rien. Et puis après, il y a une autre situation, peut-être. Alors là, sur ce coup-là, il faut dire des choses. Hein, sur la main de Alvero, 100% des arbitres, ou si on avait l'assistance vidéo, dans 100% des cas, ça fait pénalty. Tout le monde est d'accord, la main est décollée du corps. Il n'y a aucune discussion, c'est pénalty. Là, vraiment, il n'y a aucune discussion. La faute sur Mamba qui suit peu de temps après. Là, elle fait plus discussion, plus débat. Pendant le live, j'ai vu qu'il y en a qui ont dit non, non, il n'y a pas du tout faute. D'autres qui ont dit il y a faute. En tout état de cause, Monsieur Le Sage ne siffle pas faute. Il siffle même simulation de Bamba et lui met un carton jaune à cette occasion. Quand on regarde les images au ralenti, honnêtement, c'est limite. Je dis pas que là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas 100% des arbitres qui auraient sifflé penalty, même avec l'assistance vidéo. Mais moi, j'ai vu des penalties sifflés pour moins que ça. Parce qu'il est entre deux joueurs. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup touché. Bamba, c'est pas une faute, c'est pas un tacle qui lui emporte la jambe, mais il est quand même touché. Il est accroché et comme il va vite, dès qu'on vous touche et que vous allez vite, forcément ça vous déséquilibre et vous tombez. Donc je pense que le penalty n'aurait pas été non plus scandaleux, mais très clairement la main est incontestable, penalty. Le deuxième, on peut dire que c'est du 50-50 en tout état de cause à la fin de la première mi-temps. On n'a pas eu ces penalties, on est mené 1-0. À noter quand même aussi
qu'en première mi-temps, il y a un hors-jeu qui a été sifflé sur Bamba qui partait seul au but. Honnêtement, quand on regarde les images, alors vous savez, il n'y a pas la règle comme en Ligue 1, là, il n'y a pas les mêmes moyens techniques, donc on n'arrive pas à voir réellement s'il y a hors-jeu ou pas, mais je ne suis pas sûr que Bamba soit en position de hors-jeu sur cette action-là. En tout état de cause, on revient au vestiaire, on est mené 1-0. La deuxième mi-temps démarre tambour battant. Là, il y a Lobry qui se retrouve dans une situation incroyable. Il y a Mouefek qui fait un travail formidable sur la droite, qui fait un centre en retrait parfait. Ça, c'est le centre en retrait, vous savez, dans le foot, c'est l'arme fatale, si je puis dire. Et Lobry se retrouve au point de pénalty. Lobry qui avait remplacé Bamba, qui s'est blessé en toute fin de première mi-temps. Donc Bamba sort, Lobry rentre. Son premier ballon, quasiment, Lobry, il fait sa reprise. Elle part dans les nuages, malheureusement. C'était une occasion de but incroyable. Et puis après, ça va très vite, puisque les Stéphanois courent un petit peu après le score, mais dès quelques minutes plus tard, c'est Crasso qui rentre dans la surface de réparation avec le ballon. Et là, il y a un tacle du défenseur. Je crois que c'est Aneba qui fait le tacle. Et l'arbitre siffle penalty, monsieur Le Sage. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Je suis honnête, vous voyez, quand on dit ouais, les supporters ils sont pas objectifs, moi j'essaye d'être objectif, j'essaye de dire les choses. Au premier mi-temps, je pense qu'il y a penalty 100% sur la main. Moi j'aurais sifflé penalty, je pense, pour Bamba, mais en deuxième mi-temps, il n'y a pas penalty sur Crasso. Le mec il fait un tacle, il prend le ballon et l'arbitre il siffle penalty, c'est incompréhensible. Ou plutôt si, je comprends très bien ce qui s'est passé. C'est qu'à la mi-temps, monsieur Le Sage, il a dû regarder les vidéos, il s'est dit oh putain merde, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a penalty, je me suis trompé. Donc en fait, c'est un penalty de compensation en réalité, c'est ça le truc. C'est un penalty de compensation. Voilà, donc bon, tant mieux pour les Verts. C'est Crasso qui se charge lui-même de tirer ce penalty, il le met au fond, ça fait un partout. Et puis là, le match s'équilibre, même si Sochaux essaie de réagir. Et il y a notamment c'est Doumbia qui, à un moment donné, aurait pu marquer le deuxième but sur un bon centre de Kaloulou. Ça passe juste à côté des buts de l'Arseneur. Bref, le match ronronne un peu en quelque sorte. Il y a une frappe de Cafaro qui va dans la lucarne, etc. Et puis à la 78e minute, alors là, il y a un mouvement super, un long ballon pour Crasso. Crasso qui intelligemment laisse passer le ballon, donc ça prend un peu de cours le défenseur. Crasso qui avance un petit peu à l'entrée de la surface de réparation. Il est face à son défenseur. Et là, à ce moment-là, il y a Lobry qui fait l'appel sur le côté. Il décale Lobry très intelligemment. Lobry, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse un petit peu son ballon pour se débarrasser du défenseur qui lui filait dessus. Il y a le gardien qui sort vers Lobry, c'est Prévost. Et là, Lobry, il est sur la ligne de but quasiment, et là il fait un centre en retrait un petit peu lobé, donc pas facile, mais un bon centre en retrait, très bon travail de Lobry, et là ça tombe sur Charbonnier, le ballon rebondit, donc il le reprend pas du premier coup, il va faire un truc incroyable, un geste technique de grande classe, un peu comme d'ailleurs pour le match face à Niort, il va jongler pour se mettre en bonne position, puis il fait une reprise qui part directement sur la transversale. Franchement, ce but est magnifique. Dans sa conception, dans sa réalisation, la finition, franchement, c'est hyper propre. C'est un très très beau but de foot. Et là, franchement, à 78e minute de jeu, tu te dis c'est bon, quoi, on va tenir, quoi, on va tenir. En plus, le public était là. Les supporters avaient décidé de lever le boycott et donc voilà, c'est le scénario idéal. Tu reviens au score, tu mènes, à 10 minutes de la fin, tu te dis on va tenir et là patatras, la catastrophe, on prend l'égalisation, c'est Dossou, je vous avais dit pendant l'avant-match, je vous avais dit Dossou arrive, c'est un renfort, alors il est rentré en toute fin de match, c'est un ailier qui arrive de Clermont, Dossou il reprend un ballon, sortie mal maîtrisée, une sortie de l'Arseneur, on en parlera tout à l'heure des joueurs, mais le ballon arrive sur le poteau, il y a Briançon qui se jette sur le poteau, qui se blesse à ce moment-là. D'ailleurs, on a eu très peur. Moi, en live, je pensais que sa jambe était cassée parce que ça saignait beaucoup. Et en fait, heureusement, il n'y a pas de fracture. Donc, il a été apparemment opéré quand même. Il y a 21 points de suture et une anesthésie générale. C'est ce que disait Mohamed Toubachter sur Twitter qui avait les infos. Et donc, heureusement, bon, il va être absent quelques temps, mais en tout cas, c'est pas une fracture du tibia parce que là, il aurait été absent plus de 6 mois. Donc Briançon se blesse sur cette occasion, le ballon revient et c'est Dossou qui pousse le ballon au fond. À la 88e minute, on pensait tenir cette victoire et là, on prend l'égalisation en toute fin de match. Et par la suite, il y a Sissoko qui rentre, un grand attaquant là, énorme, costaud, puissant, qui rentre et lui aussi qui va tromper l'Arseneur en toute fin de temps additionnel. Ça fait 3-2. Je pense que les Verts n'y étaient plus après l'égalisation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils étaient plus sur le terrain. J'ai raté la toute fin de match. J'ai racheté 1 ou 2 minutes parce que je devais absolument partir pendant le live, donc j'ai pas pu suivre la fin. J'ai vu le but de Sissoko, mais on voyait bien qu'ils n'y étaient plus les Verts. Je pense que la sortie sur blessure de Briançon les a choqués. J'ai vu d'ailleurs, c'est sur les images, on voit bien qu'à un moment donné, il est au sol, Briançon. Les joueurs lui demandent de ne pas regarder sa jambe parce que ça saignait beaucoup et donc ne voulaient pas qu'il regarde sa jambe. Tout le monde était convaincu que la jambe était cassée. On voyait, j'ai vu ces moutons qui se tenaient la tête comme ça. Vous savez, quand il y a un joueur qui est gravement blessé, vous voyez les joueurs autour qui se tiennent la tête, qui font comme ça parce que du coup ils sont horrifiés par ce qu'ils voient, quoi. Et donc si vous arrivez, que vous voyez la jambe qui est en sang et en plus il devait y avoir un gros hématome, donc vous dites sa jambe est cassée. Et je pense que dans leur tête, les mecs ils y étaient plus. Et face à Sochaux, attention, c'est que Sochaux ça va vite. On jouait pas contre Laval, on jouait pas non plus contre Rodez ou je sais pas qui. Je ne veux pas manquer de
respect pour ses équipes, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Sochaux, il y a du ballon, hein. Donc les mecs, si vous laissez 3 espaces, je peux vous dire que ça va vite. Jouer quasiment sans contrôle, hein, une touche de balle, c'était hyper rapide. Bah, vous avez Sissoko devant, les mecs, attention, hein, une occasion, puis ils la mettent au fond. Et donc ils nous ont punis en toute fin de match. Donc voilà, au final, on perd ce match. C'est hyper rageant, c'est hyper décevant. Il y a eu des bonnes choses malgré tout, mais au final, ça fait 0 compteur. Et c'est hyper frustrant, notamment dans le scénario du match. Le scénario du match. Et je pense que dans cette défaite, quand même, et dans le scénario de ce match, Laurent Batlos n'y est pas pour rien. On parle tout de suite de son coaching. Le coaching de Laurent Batles. Oui, le coaching de Laurent Batles, il pose question. La communauté stéphanoise était très énervée hier sur les réseaux sociaux. Quasiment tout le monde, je dis mais quasiment parce qu'il y en a quelques-uns qui disent non, c'est pas lui le responsable, mais globalement tout le monde s'interrogeait sur ce coaching très étrange de Laurent Batlos. Moi le premier, honnêtement, je n'ai pas compris. Je vais essayer de vous expliquer ce que je n'ai pas compris dans le coaching de Laurent Batlos. Quand on parle de coaching, évidemment, on parle de décisions prises pendant le match, soit de changement de système de jeu, soit de changement de joueurs qui sont décidés par le coach et qui du coup doivent influencer le match en quelque sorte. Donc c'est ça le coaching en fait, hein. C'est pendant le match, le coach il se dit bah non, on passe de 4-4-2 à 4-2-3-1 ou en 4-4-3-3. Le coaching en fait, il dépend de la façon dont se passe le match. C'est-à-dire que si vous êtes mené à 5 minutes ou à 10 minutes de la fin, vous pouvez décider de passer en système super offensif en tentant le tout pour le tout puisque vous n'avez plus rien à perdre. Et à l'inverse, si vous menez, vous pouvez dire on va blinder la défense, on va sortir un attaquant pour faire entrer un milieu de terrain récupérateur, etc. C'est ça le coaching. Le coaching de Laurent Batles, honnêtement, il est très très étrange. Je ne veux pas lui tomber dessus pour lui tomber dessus, parce que là, je l'aurais fait à chaud, honnêtement. Je pense que mon ton aurait été un peu plus agacé, un peu plus crispé. Vous voyez, si j'avais fait le débrief juste après le match, j'aurais été très très agacé. Donc voilà, c'est aussi l'avantage un petit peu de faire les choses à froid, c'est on fait retomber un peu la pression et puis on essaye de réfléchir en essayant de comprendre. Donc j'ai attendu une nuit pour essayer de comprendre. Et après une nuit de réflexion, alors j'ai quand même dormi un peu, hein, mais je n'ai toujours pas compris. On va reprendre ce qui s'est passé pendant ce match. D'abord, il y a 2 changements qui ne posent pas question. On va commencer par cela. Il a fait 5 changements pendant le match, d'accord. Il y a 2 changements qui n'appellent de ma part aucun commentaire. Le premier, c'est Victor Lobry qui rentre à la mi-temps à la place de Samba, puisque Samba est blessé. En toute fin de première mi-temps, Lobry rentre. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est un changement sur lequel il n'y a rien à dire. Le deuxième changement sur lequel il n'y a rien à dire, c'est Briançon. Briançon se blesse en toute fin de match, défenseur central. Il fait rentrer Giraudon pour les 5 dernières minutes en défenseur central. C'est du poste pour poste, j'ai rien à dire, il n'y a rien à dire. La première question qu'on doit se poser, c'est sur le changement qui a lieu à la 76e minute. C'est Cafaro qui sort et là, il fait rentrer Petro. Pendant le live, et vous pouvez retrouver, je vais mettre l'extrait sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver l'extrait de ma réaction pendant le live. Honnêtement, pendant le live, je ne comprends pas ce changement. Petro est un défenseur polyvalent. Il peut jouer défenseur central. Sur les derniers matchs, il a joué défenseur gauche. D'accord. On a pris 2 clean sheets. Petro était latéral. Alors sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ah, Petro, il ne devait même pas être sur le banc, il est nul, etc. Ouais, peut-être, mais enfin bon, en tout cas, on n'a pas beaucoup de défenseurs et Petro, bah, il est dans l'effectif et quand il a fait des matchs, il a marqué un but, c'est pas non plus honteux. Moi, Petro, il se bat, bon voilà, donc j'ai rien contre lui. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il puisse faire rentrer Petro à la place de Cafaro. Donc de 2 choses l'une, soit il dit à ce moment-là, on change de système de jeu et Petro va devenir un défenseur supplémentaire et donc il passe à 5 défenseurs. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait, hein, parce qu'honnêtement, pendant le match, moi je ne vois pas Petro jouer défenseur central. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu très bien dire, on repasse en 5 avec 5 défenseurs, 5-3-2 par exemple, ou 5-4-1, j'en sais rien. Alors il y avait encore Charbonnier et Crasso, donc il aurait pu dire 5-3-2. D'ailleurs, il fait 3 défenseurs centraux. Il dit qu'il y a Nkunku à droite, il y a de l'autre côté Apia, et puis il met Petro, Sceaux et Briançon dans l'axe. Donc il fait un changement de dispositif. Si c'est ça, je ne pense pas que ce soit ça, hein, mais je me trompe peut-être, mais si c'est ça, faire un changement tactique à ce point-là, à ce moment du match, c'est très étrange quand même. Alors là, à ce moment-là, il y a un partout, parce qu'on n'a pas encore marqué le deuxième but, c'est une précision importante. Donc je ne crois pas qu'il ait décidé de faire rentrer Petro pour jouer défenseur central à ce moment-là. Et donc, c'est du poste pour moi. Il ne prend pas la place de Nkunku. Nkunku ne monte pas d'un cran. Donc, il fait rentrer un défenseur central
ou un défenseur gauche, un défenseur polyvalent, à la place d'un milieu de terrain, qui par ailleurs a été très bon, Cafaro. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Là où ça se complique, on pourrait se dire, ouais, c'est une erreur, mais après tout va bien. Non, 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 ça va pas bien du tout. Puisque on marque le deuxième but à la 78e, donc 2 minutes après l'entrée de Petro, on peut se dire, oh là là, le coaching incroyable de Batlos, puisqu'on marque 2 minutes après ce premier changement. Oui, enfin, bon, là pour le coup, c'est pas Petro qui a marqué, quoi. Euh, et donc, on marque le deuxième but. Et là, on est à 5 minutes de la fin du match. D'accord, 84e minute. Allez, 6 minutes de la fin du match. Et là, il fait deux nouveaux changements. Il fait rentrer euh, Mouton à la place de Nkunku et Chambaud à la place de Charbonnier. Alors là, si tu es sur le terrain, alors il a sûrement dû passer ses consignes, hein. Donc, Mouton à la place de Nkunku. Bah, Mouton, il va pas jouer latéral gauche, c'est pas son poste. On est d'accord. Chambaud, il va rentrer à la place de Charbonnier, c'est pas son poste. Donc c'est quoi le système de jeu? Qui joue attaquant, qui joue défenseur? Je comprends plus rien. Donc si Nkunku sort, alors on dit il était fatigué Nkunku. D'accord, mais alors s'il est fatigué, il fallait faire rentrer Petro à sa place directement à la 76e. C'est pas la peine d'attendre 5 minutes de plus pour le sortir. Donc Nkunku sort. Donc tu dis quoi? Tu dis à Petro, Petro, finalement tu vas jouer latéral, alors tu le fais rentrer milieu. 5 minutes avant, 5 minutes après, tu dis finalement tu prends la place de Nkunku, tu dis à Mouton, toi tu prends la place de Petro à gauche. Enfin, c'est incompréhensible, les mecs ils sont perdus sur le terrain. Petro il dit, je joue où alors? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où sur le terrain? Chambaud, il rentre à la place de Charbonnier, il joue alors Chambaud. Milieu de terrain comme ça où tu veux? Je sais pas quelles sont les consignes qui ont été données. J'imagine qu'il y a des consignes strictes qui ont été données à Chambaud en disant tu joues là, tu joues là. Mais quel est le système de jeu une fois qu'on a fait rentrer Chambaud, Mouton et Petro? On joue en quoi exactement? On n'a plus qu'un attaquant, c'est Crasso sur le terrain. Donc on joue en 4-2-3-1. Les mecs ils comprennent plus rien. Et là où je dis que c'est ce coaching qui est fautif, c'est qu'on a vu que deux buts, les deux buts qui arrivent, ils arrivent du côté de Nkunku, enfin Nkunku qui était plus sur le terrain du coup, mais de Petro. Des erreurs de marquage incroyables. Regardez les buts, hein, je veux dire, c'est flagrant. Petro, il est complètement à la rue sur les buts. C'est pas de sa faute à lui spécifiquement, hein, je cherche pas à dire c'est de la faute de Petro. C'est une responsabilité collective de l'équipe. Enfin, les mecs, ils sont paumés sur le terrain. Donc faire des changements comme ça à 5 minutes de la fin, alors que tu tiens le match, etc., que ton objectif, alors bien sûr faire des changements pour gagner un peu de temps, etc., mais je trouve, moi, très étrange de vouloir changer, parce que là, on peut dire quand même les choses, c'est qu'en faisant rentrer Chambaud à la place de Charbonnier, en faisant rentrer Mouton à la place de Nkunku, tu changes le système de jeu. Tu joues plus avec deux attaquants, il n'y a plus deux attaquants sur le terrain. Ou alors tu dis qu'il y a un milieu de terrain de jouer attaquant, mais tu lui dis de pas jouer à son poste, ça n'a pas de sens. Surtout que tu avais Wadji sur le banc. Si tu veux faire du poste pour poste, tu remplaces Charbonnier par Wadji. Enfin, tu vois, c'est pas. Donc, tu remplaces des joueurs par d'autres joueurs qui ne jouent pas au même poste, en l'espace de 5 minutes. Moi, j'avais l'impression sur le terrain que les mecs, ils étaient paumés. Alors, encore une fois, c'est soumis à discussion. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, le coaching là, de Laurent Batles, je ne l'ai pas compris sur ce coup-là. Donc, ça me paraît hyper compliqué à comprendre. En tout état de cause, à la fin, ce qui est sûr, c'est que ça fait une défaite après tous ces changements qui, pour moi, restent quand même assez incompréhensibles. Mais la discussion est ouverte, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite enchaîner avec, avant de parler du tableau noir, on va dire quand même un mot rapide, mais quand même un mot sur les coups de pied arrêtés. Allez, on va parler des coups de pied arrêtés. Pourquoi je fais une partie spécifique sur les coups de pied arrêtés? Vous savez que ça m'agace beaucoup, ces coups de pied arrêtés, puisqu'on est nul sur coups de pied arrêtés. Et en fait, ce match face à Sochaux, en fait, nous a montré que en Ligue 2, peut-être encore plus qu'en Ligue 1, bien maîtriser les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un nombre de fautes, mais c'est incroyable. Le nombre de fautes qu'on a eu pendant ce match, un match hyper haché, c'est dur, ça joue dur, c'est physique. Donc il y a beaucoup de coups francs, et beaucoup de coups francs qui sont bien placés. On obtient des corners, on obtient des coups francs qui sont bien placés. Alors des coups francs qui peuvent être soit tirés direct, hein, coups francs à l'entrée de la surface de réparation, soit des coups francs qui sont excentrés. Donc quand vous êtes en Ligue 2, c'est absolument nécessaire de bien maîtriser les coups de pied arrêtés. Bien sûr, sur les coups de pied arrêtés, il y a toujours une part un peu de chance, c'est-à-dire que le mec, il centre
Voilà, et tu fais un corner où tu centres, tu te dis je vais la mettre plutôt au premier poteau, je vais la mettre plutôt au point de pénalty, je vais plutôt la mettre au deuxième poteau par exemple sur un corner. C'est pour ça que les mecs ils lèvent la main comme ça, vous voyez, souvent on les voit les mecs ils lèvent la main ou ils lèvent un bras ou ils lèvent l'autre bras. Bon, bref, c'est pour parler à leurs coéquipiers en disant ce ballon je vais le mettre au premier poteau, au deuxième, etc. Comme ça leurs coéquipiers peuvent se préparer. Ce que je veux dire par là, c'est que les coups de pied arrêtés, ça se travaille, ça se prépare, ça se travaille à l'entraînement. Et nous, à Saint-Étienne, mais on est d'une nullité sidérante. Enfin, moi, je sais pas, Laurent Batles, je m'adresse à toi. Tu ne regardes pas ce débrief, mais c'est pas grave. On va faire comme si, d'accord, on va faire style. Flavien te donne un petit conseil. Ah, je suis pas coach, j'ai pas de diplôme, je suis rien du tout, mais je vais quand même te donner un petit conseil, ça me fait plaisir. Non, mais travaillez ça à l'entraînement, les gars. Mais plus. Parce que si vous travaillez ça à l'entraînement, c'est encore plus grave, en fait. C'est-à-dire que vous travaillez le truc, mais on est nul. Donc travaillez plus, hein. Ça n'est pas possible. Je parle même pas de marquer un but, hein, sur coup de pied arrêté. Non, 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 non. Oh là là, marquer un but sur coup de pied. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Non, mais au moins avoir des occasions, quoi. Au moins avoir des situations dangereuses. Franchement, ça va pas. On a des mecs qui sont grands, Charbonnier il est grand, enfin, je veux dire, on a des mecs qui sont capables de mettre une tête. Mais les ballons, ils arrivent jamais, je sais pas, ça ne va pas. Aucun corner dangereux. Mais pas pendant le match face à Sochaux, hein. C'est tous les matchs comme ça. Aucun coup franc indirect dangereux. Si, il y a eu la main coup franc, il y a eu la main de Alvero qui aurait dû déboucher sur un penalty. C'est vrai, sur ce coup franc de Cafaro, on aurait dû obtenir un penalty. Mais rien d'autre. Il y a eu un coup franc direct, enfin un coup franc bien placé en deuxième mi-temps, c'est Cafaro qui l'a tiré. Passe au-dessus. Il attrape pas le cadre, on est à 20 mètres, il attrape pas le cadre. Je sais pas, les mecs, vous avez pas des murs en plastique là, à l'entraînement pour vous entraîner sur les coups francs? Putain, les tireurs de coups francs, les tireurs de coups francs, les Platini, les machins, les trucs, mais ils passaient des heures à tirer des coups francs à l'entraînement. Passer des heures à tirer les coups francs à l'entraînement, les gars, hein. Des heures. Pas une petite demi-heure en fin de séance, des heures. Voilà, aujourd'hui c'est séance coup de pied arrêté. On va faire que ça. Je sais pas, mais enfin, c'est trop important. En Ligue 2, c'est trop important. Il y a trop de coups de pied arrêtés, il y a trop de coups francs, il y a trop de corners. Si on n'est pas capable d'en mettre un au fond de temps en temps, on se prive d'occasions de but majeures. Donc il faut être plus fort que ça. C'est pas possible. Donc moi je sais pas, c'est un cri du désespoir que je lance parce qu'évidemment, je peux vous le dire, vous êtes peut-être d'accord avec moi en me regardant cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie d'être d'accord avec moi, mais ça n'aura aucune influence, mais c'est vraiment un cri de désespoir. Faites quelque chose sur les coups de pied arrêtés, quoi. Encore une fois, si Cafaro veut marquer des coups francs, il ne faut pas qu'il y passe une demi-heure en fin de séance. Il faut qu'il y passe des heures. Une fois que la séance est terminée, il reste sur le terrain et il va tirer des coups francs. Il prend un gardien de la réserve ou de je sais pas qui, s'il est professionnel, ils ne veulent pas rester. Il prend un petit jeune qui sera content de s'entraîner avec lui. Il le met dans les cages, il met des trucs en plastique là, il met le mur et il tire, et il tire, et il tire, et il tire, et il tire. Voilà. Là, peut-être qu'à la fin, on en mettra un au fond. Il n'y a pas de miracle, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça m'énerve ce truc. Voilà, vous voyez, même à froid, quand je reparle de ça, ça m'énerve tellement que à la fin, ça finit par m'agacer. Et il y a autre chose qui m'énerve, les amis. Et ça, on en parle tout de suite dans le tableau noir. C'est notre carence défensive invraisemblable. Allez, c'est parti, séquence tableau noir. Allez, tableau noir, on va refaire le premier but de ce match, les amis, tout de suite, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tableau noir, et puis comme je le fais à froid, là, j'ai le temps de. J'ai redécortiqué ce premier but de Sochaux, but de Mauricio, et en fait, il illustre à lui tout seul toutes nos difficultés. Alors, vous voyez, au départ, ça part d'un ballon qui paraît anodin, milieu de terrain, un bon décalage qui est fait avec un ballon qui va en direction de Ndiaye. Vous le voyez, Ndiaye est au milieu de deux joueurs stéphanois. Il y a notamment Thomas Monconduit qui est au niveau de Ndiaye. Et en fait, il est un petit peu. Ndiaye est derrière Monconduit. Donc là, déjà, on peut se dire, je ne veux pas dire qu'il y a une erreur de marquage parce qu'on est au milieu de terrain, mais en tout cas, on voit bien que Ndiaye, il est derrière Monconduit et l'autre joueur stéphanois qui est à côté de lui. Donc il a un petit peu d'avance. Mais comme Thomas Monconduit sent que le ballon va arriver, vous le voyez bien à l'image, Thomas Monconduit finalement accélère rapidement et le temps que Ndiaye contrôle le ballon, Monconduit arrive au niveau de Ndiaye. Donc les deux joueurs sont épaule contre épaule en quelque sorte. C'est-à-dire que Thomas Monconduit a récupéré le retard initial qu'il avait par rapport aux joueurs et donc il se retrouve épaule contre épaule. Donc là on se dit tout va bien. Puisque Thomas Monconduit a fait l'effort, Ndiaye ne va pas passer. À ce moment-là, il va s'imposer physiquement. Et là, première erreur, Ndiaye se débarrasse de Monconduit, mais comme ça, regardez, ça y est, il est repassé devant. Monconduit arrive au niveau de Ndiaye, et Ndiaye finalement arrive à se débarrasser de Monconduit. Enfin, on le voit là, c'est pas possible de. Là, Thomas Monconduit fait une première erreur pour moi. Parce que, évidemment, Ndiaye, là, il est passé, il est à pleine vitesse, et donc tu le rattrapes pas, hein. Il fallait
À mon avis, sur cette action-là, il aurait fallu que mon conduit soit mettre le ballon en touche, soit fasse une faute. En fait, il ne faut pas laisser le joueur partir comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Donc Ndiaye, il avance, il est rapide, il est technique. Qu'est-ce qu'il fait Ndiaye? Il avance, il n'est pas loin, alors il est entre la ligne de touche et la surface de réparation, donc il est très excentré. Donc là, par contre, il arrive face à une nuée de joueurs stéphanois. On voit qu'il y a Apia, il y a Briançon qui est là, il y a Mouefek qui a fait l'effort, et il y a mon conduit qui court derrière. Donc là, ils sont 4 ou 5 Stéphanois à proximité, donc il faut qu'ils se débarrassent du ballon. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir Doumbia qui fait le décalage. Et Doumbia, lui, bah, il est tout seul. Deuxième erreur invraisemblable. Là, il y a une erreur de marquage incroyable. On voit que Doumbia est tout seul. Et donc, Ndiaye fait un petit extérieur du pied qui va trouver Doumbia. Je pense que sur ce coup-là, je ne comprends pas. Parce qu'en plus, vous voyez, on voit bien qu'il y a des décalages qui sont en train de se faire. C'est-à-dire qu'évidemment, comme il y a beaucoup de Stéphanois qui sont allés vers le porteur du ballon, trop de Stéphanois vers le porteur du ballon, ça crée des espaces de l'autre côté. Je ne comprends pas ce que fait Briançon ici, par exemple. Briançon n'avait pas à venir ici. C'était pas à lui de venir. Il y avait Apia, il y avait Mouefek, il y avait Monconduit, il y avait assez de monde. Sa présence, finalement, déstabilise la défense stéphanoise à cet endroit. Et donc Doumbia, lui, il prend le ballon. Il hésite un petit peu. Il ne sait pas s'il va frapper. Mais il voit qu'il y a finalement Seydousso qui, lui, est venu vers Doumbia. C'est logique. Seydousso, lui, il a lâché le joueur qu'il était en train de marquer pour aller vers le porteur du ballon, parce que sinon Doumbia il frappe. Et on voit que de l'autre côté, Nkunku, qui aurait pu se préoccuper de l'ami Mauricio, qui est de l'autre côté, il est encore un peu loin Mauricio, mais finalement lui il va aller vers l'attaquant Kaloulou pour aller au marquage, donc ça crée un décalage, et Doumbia voit qu'il ne peut pas tirer, et à ce moment-là, regardez sur l'image, c'est spectaculaire, du coup Mauricio lui se retrouve tout seul, il a les bras levés, il se dit oh là putain c'est incroyable, j'ai une opportunité incroyable, je suis à l'entrée de la surface, je suis tout seul, tout seul, tout seul, donc il lève les bras en disant je suis là, je suis là, je suis là, et que va faire Doumbia? Évidemment il va servir, alors il glisse un peu, il a un peu de réussite, mais il va servir l'ami Mauricio, qui lui à l'entrée de la surface, du pied gauche, va aller tromper l'Arseneur, qui sur ce coup-là n'est pas impérial, et je pense que franchement, on voit d'ailleurs, je ne comprends pas, vous voyez sur l'image, pourquoi l'Arseneur était si avancé que ça, hein. Il est quasiment sur sa ligne des 6 mètres, je ne comprends pas pourquoi il est autant avancé, parce que du coup, là, il se retrouve en difficulté. Le but est grand ouvert. Je pense que s'il était resté sur sa ligne, certainement qu'il aurait eu moins de distance à faire pour fermer l'angle. Et donc là, Mauricio, finalement, marque le but. Donc on voit bien sur cette action qu'il y a une multitude d'erreurs en matière défensive. La première erreur de Monconduit, qui n'aurait pas dû laisser partir Ndiaye. Ensuite, des joueurs stéphanois qui sont trop nombreux sur le porteur du ballon, Ndiaye, ce qui libère des espaces pour Doumbia d'abord, et bien sûr Doumbia qui lui aussi va attirer notamment Seydousso, qui du coup crée des espaces pour Mauricio qui est complètement sur le côté, et après on n'a pas l'arrêt de l'Arseneur qui aurait pu nous sauver sur ce coup-là, et donc on se retrouve mené 1-0. On est retombé dans nos travers habituels défensifs, surtout que ça se passe en tout début de match. On a l'impression quand même qu'il y a un manque de concentration de la part de la défense stéphanoise en tout début de match, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. On prend beaucoup de buts en tout début de match, en fin de match aussi. On a cette difficulté à rester concentré du début à la fin. Je ne sais pas l'expliquer autrement. C'est très bizarre. En tout état de cause, là, sur ce coup-là, la responsabilité est collective. C'est l'ensemble de la défense qui a failli, si je puis dire. Alors après, attention, hein, Sochaux, il joue bien le coup aussi, hein. Les mecs, ils jouent au foot, c'est des bons joueurs, ils sont bons techniciens. Je veux dire, Enya, ouais, attention, hein, je veux dire, il tripote le ballon, hein. Ils sont 4 autour de lui, mais il arrive quand même à faire le petit extérieur du pied qui va servir Doumbia. Doumbia, lui, lève la tête. Il y a Mauricio qui est là, Mauricio qui dit je suis là, je suis là, je suis là. Tout est parfait hein, dans ce que fait Sochaux, hein. C'est un très beau but, hein, franchement. C'est pas un but de raccro, hein. C'est un très beau but, bien construit. Mais là-dessus, on a fait preuve de beaucoup trop de passivité. Voilà, on est trop passif par rapport à ça. Donc là, ça ne va pas du tout. Voilà, donc c'était un petit tableau noir. Ça me fait plaisir de refaire ce petit tableau noir, même si ça prend du temps au montage. Mais en tout état de cause, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère surtout que les Verts ne referont pas d'erreurs défensives de ce type. On pensait avoir réussi à stabiliser la défense avec le gardien et cette défense centrale. Qu'on avait réussi à éviter de prendre des buts comme ça. Ben non, on est retombé dans le travers. Allez, on termine ce débrief. Ah, je vous avais prévenu, il est long, hein. Il est très très long. Je ne sais pas si vous êtes encore nombreux à le regarder là, mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes les braves, pour reprendre une expression à la Didier Roustan. Vous êtes les vrais, les authentiques de Carton Rouge TV. On termine avec les notes du match. Et oui, je vais passer tous les jours en revue et là, ça va quand même un peu tacler. Allez, tout de suite les notes du match. Allez, on commence les notes du match. Et ce que je vous propose, d'habitude, on fait les notes du match en commençant par le gardien. Eh ben, on finira par le gardien.
Voilà, c'est comme ça. On va commencer par les attaquants, si vous en êtes d'accord. On va commencer par Gaëtan Charbonnier, qui a marqué son troisième but en 5 matchs avec l'AS Saint-Etienne. Un très beau but, très technique, pas facile à mettre, comme un Niort d'ailleurs. Alors j'ai vu là aussi, certains d'entre vous peuvent penser que bah, il n'a pas donné vraiment tout ce qu'il devait donner, qu'on ne le voit pas beaucoup, etc., qu'on attend plus de lui. Moi je vous dis tout de suite, pour moi, il a fait son match, Charbonnier. Il a fait son match. Il a fait son match. D'abord, il a fait plusieurs gestes techniques, il a fait des décalages plusieurs fois, voilà, il se montre disponible. Et surtout, il marque. Et c'est ce qu'on lui demande en fait à Gaëtan Charbonnier. On lui demande pas autre chose. Il est là pour marquer des buts. 3 buts en 5 matchs, impeccable. Voilà, et des buts difficiles. Donc, je crois qu'il faut que, encore une fois, que tout le monde se mette dans la tête que Gaëtan Charbonnier, c'est l'attaquant qu'on pourra ne pas voir pendant 88 minutes, et à la 89e, il nous mettra le but. Voilà. Donc c'est très bien. Donc moi, Gaëtan Charbonnier, il marque un très beau but en fin de match. Sur le terrain, il se bat comme un lion. D'ailleurs, à propos du coaching, je ne sais pas pourquoi on fait sortir un joueur comme ça, qui justement en fin de match peut être celui qui galvanise les troupes. Vous savez, en plus, il fait les efforts défensifs, hein. Attention, hein. Un moment sur un corner en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ouais, c'est en deuxième mi-temps. Non, c'est en première mi-temps, pardon. Il y a un corner pour nous. On se fait prendre en contre. C'est lui qui fait l'effort, hein. Donc Gaëtan Charbonnier, c'est un guerrier. Donc le sortir, c'était complètement absurde. Mais bon, passons. Sauf s'il était vraiment archi cuit. Mais même archi cuit, il continuera à tout donner. Vous savez, c'est le Mathieu de Buchy de l'attaque, en fait, Gaëtan Charbonnier. Voilà, c'est ça le bon exemple. Il se bat comme un dingue, quoi. Et donc Gaëtan Charbonnier, moi je lui mets 7 sur 10. Parce qu'il a marqué, il se bat comme un fou. Donc rien à dire. Crasso. Le dossier Crasso. Crasso, bah, il nous a fait du Crasso. Voilà, c'est simple. Crasso, c'est quelquefois, tu te dis, mais allez, Jean-Philippe, cours un peu, Jean-Philippe, je sais pas, batte-toi, fais quelque chose, Jean-Philippe, là, t'es trop mou. Mais ouais, mais Jean-Philippe, il va chercher le penalty. Imaginaire, hein, mais il va quand même chercher le penalty, il la met au fond. Voilà, c'est Crasso. Puis après, sur le deuxième but, bah, c'est Crasso qui fait le décalage encore une fois. Il fait pas la passe décisive. C'est un peu comme le match c'était face à Caen. C'est pas lui qui fait la passe décisive, mais c'est quand même lui qui est à l'origine du but. Donc Crasso, moi aussi, je lui mets 7 sur 10. Euh, un but qui va un penalty, mais qui va provoquer lui-même. Donc franchement, il aurait marqué que le penalty provoqué par quelqu'un d'autre. On dirait bon, il met le penalty, mais enfin non, c'est lui qui va chercher le penalty et c'est lui qui le met au fond. Voilà, donc il faut le mettre au fond, hein. Il y en a beaucoup qui ratent les penalties, hein. Souvenons-nous quand même, hein. L'année dernière, combien de penalties on a raté en Ligue 1? Bon, donc il le met au fond le penalty, ok. Et puis après, c'est lui qui va faire le décalage pour le bruit. 7 sur 10, moi j'ai rien à dire. On n'attend rien d'autre de nos attaquants. Des buts et des passes décisives. Donc très bien. Milieu de terrain, ça se complique. Ça se complique au milieu de terrain. Je vais noter Bamba et Lobry, puisqu'ils ont fait une mi-temps chacun, c'est difficile de noter qu'un seul, donc je vais noter les deux. Bamba, je l'ai trouvé enfin, moins étincelant que sa rentrée face à Niort. Voilà, je trouve que Bamba, alors il est sorti sur blessure, il s'est créé une ou deux situations, il aurait pu et dû à mon avis obtenir un penalty, mais on va pas réouvrir le débat. Bon voilà, Bamba, moi je vais lui mettre 5 sur 10 parce que je pense qu'il peut faire mieux que ça. Enfin, je pense qu'il peut faire mieux que ça. Après là, il est blessé, on verra combien de temps il mettra pour revenir. Victor Lobry qui l'a remplacé. Victor Lobry il rate une occasion en or en première mi-temps, en deuxième mi-temps, tout début de deuxième mi-temps, mais c'est grâce à lui qu'on marque le deuxième. Donc Victor Lobry a fait une rentrée plutôt positive, je trouve, dans sa combativité, hein. Il est irréprochable, hein, Victor Lobry. C'est un battant aussi, hein, c'est un guerrier sur le terrain. Donc Victor Lobry, pour sa rentrée et sa passe décisive, je vais lui mettre 6 parce que s'il avait mis le but, il aurait eu 7 ou 8. Mais là, je vais lui mettre 6 sur 10. Je trouve qu'il a fait une rentrée tout à fait correcte et c'est un joueur solide. On peut compter sur lui. Mouefek, milieu de terrain, je vais lui mettre 7 à Mouefek parce que Mouefek, il monte en puissance. Ça fait très plaisir. Il a fait une magnifique passe en retrait pour bah, justement l'Aubry, hein. C'était cette fameuse passe en retrait en tout début de deuxième mi-temps. Et je trouve que Mouefek, dans le jeu, il a un abattage intéressant. Il est capable de sortir des ballons. Donc moi, je trouve que Mouefek est en train de monter en puissance et il est en train de s'imposer comme un titulaire incontestable au milieu de terrain. En tout cas, je trouve. Donc je vais lui mettre 7 pour l'encourager, même si sa performance mérite peut-être plus 6. Mais je trouve que il n'est pas blessé, il a été souvent blessé, donc ça c'est bien. Et il est en train de s'imposer, donc physiquement il est de mieux en mieux. Donc je vais lui mettre 7, même si c'est un 7 un peu du cœur, vous voyez, parce que au fond, si j'étais journaliste, et je suis pas journaliste, hein, je pense que je lui aurais mis plutôt 6 à Mouefek, parce qu'il peut encore faire mieux en fait. Il peut marquer des buts par exemple, et il peut faire plus de passes décisives, mais allez, on va lui mettre 7 pour l'encourager. Il y en a un qui ne va pas avoir 7, ça c'est sûr et certain, c'est notre ami Thomas Monconduit. Alors là, Thomas Monconduit, c'est un petit peu une déception, il faut dire les choses telles quelles. C'est une vraie déception puisque il remplaçait poste pour poste Bouchouari. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas répondu aux attentes qu'on était en droit d'avoir vis-à-vis de sa titularisation, hein. Il faut rappeler qu'il est revenu de blessure. Pour le dire plus simplement,
Bouchouari est difficilement remplaçable. Voilà. L'abattage qu'il a au milieu de terrain, les efforts qu'il fait en permanence pour pouvoir récupérer des ballons, remonter les ballons, on voit bien que Bouchouari est difficilement remplaçable et je ne suis pas sûr qu'on puisse remplacer Bouchouari aussi facilement que ça. Thomas Monconduit, il n'a pas été exceptionnel franchement pendant le match. J'ai trouvé même plutôt moyen, voire très moyen, donc je vais lui mettre un 4, c'est dur mais c'est comme ça. Voilà, il a pas, et sur le premier but, il est responsable partiellement. Il n'y a pas que lui, mais en tout cas, il est responsable. Il n'aurait jamais dû laisser partir Ndiaye. Donc Thomas Monconduit, c'est clairement une déception. Un joueur qui m'a fait plutôt une bonne impression, un peu contre toute attente, c'est Cafaro. Je pensais même que Bamba serait titularisé à la place de Cafaro et que Lobry serait titulaire. Donc vous voyez, il a changé un peu les choses. Laurent Batlos, il a titularisé Cafaro. Cafaro est accrédité d'un bon match, à la fois sur le plan d'état d'esprit, très combattant, très volontariste. Il s'est créé des situations, il a obtenu des coups francs, il a fait une belle frappe en deuxième mi-temps qui n'a pas trouvé, qui a pas été un but, qui ne s'est pas transformé en but, mais en tout cas qui a obligé Prévost, le gardien de Sochaux, à faire une belle parade. Donc j'ai trouvé Cafaro intéressant à la fois dans l'état d'esprit, mais aussi dans l'intensité et dans le jeu. Donc Cafaro, je vais lui mettre quand même 7 parce que dans ce match, même si on a perdu, on a quand même vu des choses intéressantes. Il ne faut pas tout jeter non plus. Et donc je trouve que Cafaro m'a un peu surpris pour tout vous dire, parce qu'il a été très bon et il a fait un match très satisfaisant. On descend d'un cran, Apia, solide Apia. Les buts ne viennent pas de son côté, il faut dire les choses, hein. C'est pas lui qui est responsable des buts. Alors en première mi-temps, sur le but, bah, à un moment donné, que je vous ai dit, puisque Seydouso va vers Doumbia, bah, derrière Mauricio est tout seul. Puisque lui, il va vers Kaloulou, donc, mais je pense pas qu'on puisse dire que Apia. En plus, c'est même pas de son côté, c'était de l'autre côté Apia, c'était du côté de Nkunku. En plus, je dis une bêtise. Mais donc, si vous voulez, je pense, en dehors de ce premier but où il est effectivement avec le tas de joueurs stéphanois sur Ndiaye, je pense que Apia a fait son match. En tout cas, c'est un joueur qui lui aussi s'est imposé défensivement, donc je lui mettrai 6, je lui mettrai pas 7 parce qu'on a pris 3 buts et que forcément, quand on prend 3 buts, on peut pas mettre 7 à des défenseurs. Voilà, je trouve que c'était un match correct de la part de Apia. Briançon, il a fait son match aussi, il s'est blessé, heureusement c'est pas trop grave, mais quand on prend 3 buts, on peut pas mettre une très bonne note aux défenseurs centraux. Très clairement, sur le premier but, je sais pas ce qu'il fait de l'autre côté là quand il va vers Ndiaye. Donc Briançon, ça n'enlève rien à son état d'esprit, à sa mentalité de guerrier, etc. Mais je vais lui mettre 5 sur 10 à Briançon parce qu'il n'a pas été exceptionnel dans ce match. Et en tout cas, on a pris 3 buts, donc forcément la responsabilité de la défense est engagée. Seydouso, bah, je vais lui mettre 5 sur 10 aussi. Et encore, bon, là sur ce coup-là, il a été moins bon, hein, Seydouso. Je pense qu'il a des problèmes de concentration. On l'a vu en première mi-temps quand sur cette touche, il laisse passer le ballon qui aurait dû faire but. Donc il faut qu'il soit plus concentré que ça. Il est en train de s'imposer dans la défense centrale. Et puis là, avec la blessure de Briançon, il va jouer encore beaucoup de matchs. Est-ce qu'il jouera avec Nadé ou avec un autre défenseur central? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, voilà, il a une chance historique, Seydouso, de s'imposer et de franchir un cap, un palier. Donc il faut qu'il soit plus concentré que ça et qu'il soit plus décisif dans ses interventions. Donc là, il a fait un match moyen. Donc ce sera un 5 sur 10. Ensuite, à gauche, Nkunku. Alors, Nkunku, c'est une déception, je vous dis la vérité. Je pense que c'est une déception. Je ne suis pas sûr que physiquement, aujourd'hui, il puisse tenir un match. Mais s'il ne peut pas tenir un match, franchement, il ne faut pas le mettre titulaire. En première mi-temps, il l'a pas fait en deuxième mi-temps, donc je pense qu'il a dû prendre une soufflante de Batlas à la mi-temps, enfin je sais pas, mais en tout cas, en première mi-temps, il essayait de prendre le ballon, de monter. Vous savez, il est rapide, il est percutant, et d'ailleurs Laurent Batlas l'avait dit, hein, dans l'avant-match, on l'a recruté justement pour ce qu'il peut apporter aussi sur le plan offensif. Mais à un moment, il part, il fait un dribble, puis il perd le ballon. Et comme il est latéral, bah, du coup, ça crée des espaces incroyables derrière. Donc plusieurs fois, au moins 2 fois, 2 ou 3 fois, on a vu que suite à une montée de Nkunku, on perd le ballon, il perd le ballon, et puis derrière, ça crée une situation très dangereuse pour les Sochaliens. Donc voilà, j'ai pas trouvé Nkunku transcendant sur le terrain. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était sa première titularisation comme Bamba. Donc moi, je lui mets 4 à Nkunku parce que je l'ai pas trouvé transcendant. Voilà, tout simplement. Et puis alors, le dernier dossier, évidemment, c'est le dossier du gardien. Je ne rouvre pas le dossier du gardien, c'est l'Arseneur qui est titulaire, donc on va juste essayer d'avoir une vision objective de ses performances. L'Arseneur ne m'a pas rassuré pendant ce match. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très rassurés par l'Arseneur. C'est un gardien qui a de l'autorité, il est très bon, etc. Franchement, sur ce match, je l'ai trouvé très très moyen. Bon, d'abord, au premier mi-temps, il sort, il dégage dans les pieds de, 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 Westbeck. Franchement, c'est épouvantable comme sortie. Ça aurait dû faire but hein, derrière. Donc ça, c'est complètement loupé. Sur le premier but, il n'est pas impérial. Encore une fois, c'est pas de sa faute si mon conduit laisse partir Ndiaye, etc. Mais je trouve qu'il n'est pas très bien placé et qu'il est
il est vraiment à quelques centimètres de sortir le ballon, mais comme il n'est pas bien placé au départ de l'action, bah, il n'intervient pas. Sur le deuxième but, sa sortie, elle est loupée. Alors, bon, bien sûr, il se retrouve seul face à l'attaquant, enfin seul, mais sa sortie est loupée, très clairement, et donc ça fait de partout. Et sur le troisième but, bon, Sissoko la met au fond, il touche le ballon, mais il ne la sort pas. Sur ce match, il a fait aucun arrêt décisif. Faut dire les choses. Les deux arrêts qu'il a fait, c'est des arrêts qui sont relativement faciles. Il n'y a jamais d'arrêt vraiment très facile, mais en tout cas, il n'a pas fait d'arrêt décisif. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. Voilà, donc on a recruté ce gardien justement pour faire les arrêts décisifs qui nous permettront de récupérer des points. Il ne les a pas fait. Donc moi, je lui mets 4 sur 10 à l'Arseneur pendant ce match. Mais dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous trouvez qu'il a fait un grand match, l'Arseneur. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé brillantissime pendant ce match et il n'a pas apporté ce pourquoi il a été recruté. Je vous rappelle que c'est un transfert qui coûte cher à l'AS Saint-Etienne, hein, compte tenu de nos moyens financiers. Et l'objectif, c'était justement qu'il nous permette dans ce genre de match de nous sortir les deux trois arrêts décisifs qui nous permettent de ne pas perdre un match, voire de le gagner. Et là, il ne l'a pas fait. Et donc, c'est pas très rassurant, je trouve, pour la suite des choses. Mais on va attendre un peu, hein. Il n'est pas là depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore ultra convaincu par l'Arseneur. Mais ceux qui connaissent Carton Rouge TV ne seront pas surpris. J'espère me tromper en fait. Il y a eu un commentaire d'ailleurs sur une de mes vidéos et je vais en rester là puisque je pense que ça fait 30 minutes, hein, le débrief. Record battu. Hein. Ah bah oui. Et ceux qui sont encore là, franchement bravo. Hein, parce que ça veut dire que vous êtes patient et que vous aimez Carton Rouge. Hein. Je termine par là les amis. Mais sur un des commentaires sur un de mes vidéos, on m'a dit, ah bah, je sais plus, sur Twitter, on m'a dit, ah ouais mais de toute façon... ah non, c'était sur Laurent Batles, c'était un autre commentaire sur Laurent Batles en disant ah bah ça y est, Batles tu veux plus le virer. Mais si, moi je pense que Laurent Batles, fallait faire un changement d'entraîneur après la défaite à Rodez, juste avant la trêve internationale, et que j'ai pas changé d'avis. Sauf que comme il est entraîneur, maintenant qu'il reste entraîneur, je souhaite qu'il réussisse. C'est pas parce que je j'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il fallait changer d'entraîneur et je pense que c'était une erreur. Mais comme il est l'entraîneur de Saint-Etienne, je souhaite qu'il réussisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour Étienne Green et l'Arseneur. Je préfère Étienne Green. Je pense que c'est un gardien qui a beaucoup de talent, qui aujourd'hui doute beaucoup, qui n'a pas été mis en confiance et qui du coup sur le terrain ne donne plus le meilleur de lui-même. Il a fait des erreurs, tout le monde lui est tombé dessus. Donc j'aurais préféré Green, mais maintenant que c'est l'Arseneur, je souhaite que l'Arseneur réussisse. Vous comprenez? C'est pas, moi je souhaite pas que l'Arseneur rate pour dire ah j'avais raison. Hein. Non non, je souhaite qu'il réussisse, je souhaite qu'il fasse les arrêts pour nous permettre de rester en Ligue 1. Je suis pas dans une logique de, vous voyez j'avais raison, j'avais raison. Non non, je m'en fous de ça. C'est pas le sujet. Le sujet c'est l'Arseneur est dans les buts, c'est le choix du club, c'est le choix de Batles. Voilà, très bien, mais maintenant il faut qu'il nous fasse les arrêts. S'il fait pas les arrêts, il faut le dire aussi. Je pense, ce sera le mot de la fin pour le mot avec Etienne Green, c'est que si Etienne Green avait fait le dégagement de l'Arseneur en première mi-temps, il se serait fait déchirer, mais coupé en 1000 morceaux par la communauté stéphanoise, en tout cas ceux qui n'aiment pas Etienne Green, et s'il avait pris 3 buts face à Sochaux comme il les a pris, là on nous aurait dit, voilà, tu vois, Etienne Green n'est même pas capable de faire un arrêt, ça sert à rien, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un deux poids, deux mesures, mais encore une fois, ça ne remet pas du tout en question le fait que l'Arseneur est gardien de l'AS Saint-Etienne et que je souhaite pour le bien du club et donc pour nous tous que l'Arseneur fasse des grands matchs. Voilà, on a besoin d'un bon gardien dans les buts qui nous fasse les arrêts. Je constate simplement que face à Sochaux, on n'a pas eu ce très bon gardien qui est censé nous faire des arrêts décisifs. C'est le mot de la fin les amis. Merci, merci d'avoir suivi ce live. Et dites-moi si vous avez suivi jusqu'à la fin aussi, si vous avez été courageux. C'est certainement trop long, hein. Je ne ferai pas d'autres débriefs comme ça parce que ça dure trop longtemps. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, donc c'est aussi l'occasion de le faire. Donc dites-moi en commentaire si c'est trop long ou pas. Vous me dites trop long, Flavien. Ou non, au contraire, c'était super. Voilà, je lirai vos commentaires comme toujours. Merci beaucoup, prenez soin de vous. On se retrouve pour l'avant-match. L'avant-match, je vais faire la vidéo demain. Hein. J'arrête pas, c'est une vidéo par jour maintenant, puisqu'après on se retrouve pour le match face à Bastia. Ah, on va remettre le couvert. Espérons qu'on fasse quelque chose à Bastia, mais ça c'est une autre histoire. Chaque jour suffit sa peine. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.